On va commencer par évoquer le Sénégal. Tout est bien qui finit bien, peut-on dire, notamment à la vue de ces images où l'on voit le président sortant Macky Sall recevoir au palais de l'avenue Léopold Sédar Senghor son successeur Bassirou Diomaye Faye, flanqué du mentor de ce dernier, Ousmane Sonko. Les deux sont quasi littéralement passés de la prison à la présidence après un scrutin remporté haut la main au premier tour face aux candidats de la coalition au pouvoir. Alors, premier tour de table avec une question volontiers ouverte. Quelles sont pour vous les principales leçons de ce scrutin? Et je commence par bienvenue. Alors, merci beaucoup pour cette question. Moi, je voudrais d'abord remercier le peuple sénégalais qui ont résisté face à toute logique de Macky Sall, à pouvoir modifier les règles constitutionnelles, à pouvoir conditionner le destin du Sénégal à sa propre personne. Donc, j'ai vu les jeunes Sénégalais s'organiser, sortir. Les collègues d'Yanamar ont joué un rôle extrêmement important. Mais aussi, c'est le corps constituant au Sénégal qui a bloqué Macky Sall. Le Conseil constitutionnel qui a joué un rôle extrêmement important dans la manière de faire respecter la loi et la volonté de la démocratie au Sénégal. Alors que nous, au Congo, on a vu notre Cour constitutionnelle, l'équivalent du Conseil constitutionnel au Sénégal, qui a succombé aux appétits politiques de l'élite congolaise. Donc moi, la leçon qu'on tire, c'est que la démocratie, elle est aussi ancrée en Afrique. Et le Sénégal vient de le montrer. Ça vient, de mon point de vue, casser les théories qu'on nous dit que la démocratie ne peut pas être appliquée correctement en Afrique. Mais là, on voit un exemple typique que c'est possible que la démocratie se développe en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Alors, quelle est la différence entre le Congo et le Sénégal, la RDC et le Sénégal? Pourquoi l'un avance plus vite sur le chemin de la démocratie? Peut-être une sorte de patrimoine qui a été engrangé petit à petit? Mais je pense qu'au Congo, les élites ne sont pas prêtes à pouvoir jouer le jeu de la démocratie, à laisser le peuple s'exprimer. Depuis 2006, le premier cycle électoral, il y a eu toujours des contestations des résultats de vote. Et le processus électoral tel qu'il a été conduit jusqu'à celui de décembre 2023 a été marqué par des irrégularités, des fraudes, des bourrages d'urnes. Et ça n'a pas permis que les gens fassent confiance à la démocratie au Congo. Alors qu'au Sénégal, on voit depuis 2000 une volonté manifeste à construire la démocratie au quotidien. Chaque cycle électoral donne des leçons. Et là encore, on vient de voir avec Macky Sall qui voulait absolument forcer, comme Ouad en 2012, il voulait forcer. Et les institutions sénégalaises les ont bloqués tous deux. Et aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est fière du Sénégal. Et je pense aussi que les Congolais sont en train de commenter d'une manière assez sévère ce qui se passe au Sénégal et ils tirent des leçons. J'espère qu'ils vont tirer des leçons parce que l'opinion congolaise dit pourquoi nous on a raté 4 fois de suite cette fierté pour porter la cause de la démocratie en Afrique et surtout que le Congo, c'est un grand pays qui est situé au sein de l'Afrique et qui, d'une manière ou d'une autre, comme le disait Fanon, porte d'une certaine façon le destin du continent. Donc nous avons la responsabilité de pouvoir aussi s'investir dans ce chemin démocratique pour que 2028, qui est la prochaine date pour les élections, soit cette fois-ci un rendez-vous autour duquel la démocratie va produire ses effets tels que les Congolais l'aspirent. Niagalé, les leçons de ce scrutin sénégalais? Alors, tout d'abord, je pense que ça confirme, comme vous le dites, la solidité d'un processus qui va, à mon avis, bien au-delà du seul cycle électoral. C'est la grande différence, je pense, entre le Sénégal et d'autres pays du continent. Il ne faut pas oublier que la tradition républicaine est extrêmement ancienne au Sénégal. Dès l'époque coloniale, il y avait ces fameuses 4 communes de l'Afrique occidentale française, donc Dakar, Gorée, Saint-Louis, Rufisque, dont les citoyens avaient un statut précisément qui leur permettait d'avoir des représentants au Parlement français. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très ancien, même si en effet il y a eu des élites cooptées aussi. Mais au-delà de ça, on voit que les cycles électoraux n'ont pas été apaisés au Sénégal, jamais, loin en fait. de là, jamais en réalité, même avant 2000. Mais il y a eu une construction de la démocratie, notamment par le bas, avec à la fois une société civile
mais aussi des médias qui se sont coalisés avec les institutions de l'État, y compris, à mon avis, et on ne le souligne pas assez dans ce contexte de prétorianisme sur le continent africain, avec le rôle de l'armée qui, en creux, a réaffirmé sa farouche tradition républicaine et son refus, elle aussi, de voir l'État et la démocratie confisqués par un leader et son clan. Alors moi, qui étais jeune journaliste, jeune reporter en 2000, j'ai couvert l'élection d'Abdoulaye Wade. Et ce qui était frappant, c'était que le téléphone mobile et les radios libres, en Wolof, avec la discussion politique dans la langue que tout le monde comprend, ont joué un grand rôle de transparence, notamment au premier tour. Et c'est parce qu'il y avait justement ces téléphones qui permettaient de donner les résultats en temps réel, et ces radios aussi, que la fraude, la machine de fraude a été enrayée. Et nous qui sommes journalistes, on sait aussi que, en fait, le groupe Sud, par exemple, au Sénégal, date d'avant la grande émancipation, et que le bipartisme au Sénégal précède finalement l'ouverture démocratique des années 90 dans le reste de l'Afrique francophone. Walfadjri aussi. Oui, Walfadjri. Hamzat. Alors, pour moi, passer de la prison à la présidence en aussi peu de temps, alors ça, c'est des parcours qu'on a déjà vus, mais ça relève néanmoins non pas d'une alternance, mais d'une alternative. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On n'est pas dans un processus classique d'alternance, on est dans une véritable alternative qui résulte d'un rapport de force. Donc je pense que la dimension du rapport de force doit être bien mise en avant et qui relève également d'une démocratie que l'on veut qualitative, puisque tout a été fait par le régime sortant pour rentrer dans des conflits, on va dire, de personnes, alors que le camp vainqueur est vainqueur sur la base d'un projet de société, un programme politique, des lignes idéologiques, panafricanisme de gauche, qui ont été clairement défendues et exprimées. Donc je pense qu'il y a une forme de maturation de la chose politique grâce au travail qui a été fait par le PASTEF, par les militants, les cadres du PASTEF, aussi bien au Sénégal que dans les diasporas. La diaspora joue un rôle très important également dans le suivi de ce qui s'est passé au Sénégal en termes de mobilisation. Je pense également qu'on est dans un moment charnière. Tout n'est pas fini parce que le régime précédent était en soi aussi une sorte d'État dans l'État. Et donc l'un des enjeux, effectivement, sera de voir dans quelle mesure cette alternative qui sort des urnes pourra se matérialiser de manière plus concrète, en sachant qu'il y a d'autres niveaux électoraux, d'autres niveaux de pouvoir, de subsidiarité, sur lesquels le PASTEF, qui avait été dissous quand même par le précédent régime, devra, je pense, repartir à la bataille. Donc pour moi, la bataille présidentielle, l'élection présidentielle, est un élément, la première étape d'une bataille plus longue qui vise vraiment à transformer une société. Donc on n'est pas, je dirais, à l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement d'une révolution. Je pense qu'on est au départ d'un changement, d'un processus de changement qui prendra du temps et qui va se faire à partir d'une jeunesse sénégalaise qui est déterminée mais qui doit être vraiment politiquement formée, parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de pièges qui vont sans doute apparaître. Fabrice, quelle leçon tu tires de ce scrutin en tant que Camerounais, donc, qui est né après plusieurs années après, 11 ans, d'ailleurs je vais dire ton âge, après l'arrivée au pouvoir de Paul Biya? Oui, alors je tirerai quasiment les mêmes conclusions que Bienvenue sur le fait que ce genre d'illustration d'une démocratie exemplaire donne envie. Exemplaire entre guillemets. Entre guillemets, mais quand même, qui avance, on va dire. Si on doit classer cette démocratie, entre guillemets, je ne sais pas ce qu'on dirait des autres États d'Afrique centrale, par exemple. Donc, c'est assez parlant. Ce qui m'interpelle aussi, c'est quand même le fait que l'opposition sénégalaise donne un exemple à toutes les autres oppositions en Afrique. C'est quand même une preuve qu'on peut être un opposant avec un projet politique, ne pas forcément se crêper le chignon comme le font certains opposants ailleurs, ou essayer de tenter des coalitions qui sont parfois des amalgames sans véritable logique politique, et vouloir aller se confronter à un pouvoir en place beaucoup plus fort, beaucoup plus implanté. On a vu une véritable proposition politique. C'est pas anodin que Bassirou Diomaye Faye s'impose face à 17 autres candidats, parce que chacun a une véritable proposition à mettre sur la table. Et je pense que c'est ce qui manque parfois.
Il y a aussi le plafond de verre, si on peut dire, du plan B. Le plan B, c'est ce qui manque souvent quand certains leaders sont empêchés, ils bloquent tout le monde. Et quand même l'humilité incroyable dont a fait preuve Ousmane Sonko en étant l'homme de l'ombre. Il sait vraiment, même physiquement, on a vu cette image-là de son arrivée au palais présidentiel où il est vraiment en retrait. Et il laisse Bassirou Diomaye Faye parce qu'il est conscient que lui sera la personne qui va, certes avec beaucoup d'impact, une présence assez large dans le mouvement politique qui sera maintenant au pouvoir, mais qu'il va quand même incarner quelque chose, mais sans vouloir faire de l'ombre à celui qui est le président Même actuel. à la sortie de prison, on voyait déjà que dans les images, il se mettait derrière Bassirou Diomaye Faye. Alors, Juste une dernière chose aussi, quelque chose d'assez significatif dans cette élection, c'est que dès l'annonce de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, on a vu sa déclaration de revenus circuler en ligne. Même avant. Peut-être même avant, justement, mais elle a été encore plus partagée après son élection. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel. Ailleurs, il y a une opacité incroyable sur ce que détiennent, ce que gagnent, ce que possèdent les dirigeants politiques, alors que là, il y avait une transparence totale qui devrait servir d'exemple à d'autres pays. Surtout, il n'est pas riche parce que ces dernières décennies, on a eu l'impression, après la flamme des années 2000 et les start-up politiques comme le FPI, le PDS et même le parti d'Alpha Condé, on a eu l'impression, après ces start-up des années 90, qu'il fallait être une grosse machine pour gagner les élections parce que les élections, c'était cher. Alors, je vais un peu tricher avec le tour de table pour reparler à Hamzat avant de vous donner la parole, parce que Hamzat est un spécialiste du panafricanisme et auteur de Africa Unite. Alors tu me rectifieras si je me trompe, Hamzat, mais il me semble que c'est la première fois depuis les printemps démocratiques des années 90 qu'un candidat est élu en Afrique subsaharienne francophone avec au cœur de son programme le panafricanisme de gauche. C'est quoi le panafricanisme de gauche? Existe-t-il un panafricanisme de gauche et est-ce que nous assistons à un tournant idéologique? J'ai besoin de ta parole pour bien faire circuler la parole par la suite. Déjà, le PASTEF, c'est quand même une machine électorale. C'est une machine qui s'est mise en ordre de bataille, qui a acquis sa propre autonomie économique et financière. Donc, c'est important de rappeler qu'on est sur un projet qui s'inscrit dans une ligne indépendantiste. Ensuite, Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont des anciens inspecteurs des impôts qui ont également une tradition syndicale dans leur domaine, ce qui est très important parce que de manière plus longue, le Sénégal a une tradition historique de gauche au niveau des luttes syndicales, au niveau des luttes marxistes, anti-impérialistes, anticapitalistes. Il y a eu des mouvements, des partis, des grandes figures, Majhemout Diop, Abdoulaye, qui ont été sur ces lignes de gauche radicale. Mais à un moment donné, la gauche radicale, je te coupe un peu, s'est mise au service d'Abdoulaye Wade et de l'alternance et s'est fait bouffer par les libéraux. Et on est rentré effectivement dans ce panafricanisme de droite où les courants de gauche ont été soit éteints et asphyxiés, soit récupérés et corrompus. Au moment justement du passage aux années 2000 avec des politiques très business-friendly et dans lesquelles le panafricanisme était un peu saupoudré à toutes sortes de néolibéralisme. Et l'arrivée de PASTEF dans le paysage politique, qui d'abord au départ était quand même plutôt un parti patriotique, nationaliste, plus fondé sur le patriotisme économique, va coïncider avec d'autres convergences, d'autres mouvements comme le FRAPP, France Dégage, ou d'autres forces justement de gauche qui vont être partie prenante de l'évolution de ce parti qui à un moment va s'ouvrir à d'autres forces, notamment panafricanistes et de gauche. Parmi les figures qui incarnent cette ligne-là, il y a par exemple Guy Marius Sagna, qui est député à l'Assemblée, qui défend très clairement dans ses prises de position les intérêts des peuples, l'intérêt du peuple sénégalais et la nécessité de mettre les institutions au service du peuple, ce qui est l'un des axes justement de ce panafricanisme de gauche. Le panafricanisme de droite, c'est celui qui se structure principalement sur les modèles institutionnels, NEPAD, ZLECAf, Union africaine, etc., ce qui était totalement l'ADN quelque part aussi de Macky Sall et de tous les régimes finalement africains d'aujourd'hui. Thabo Mbeki a revendiqué fortement. Exactement, ce discours de renaissance africaine, de panafricanisme avec une dimension très néolibérale. Et donc lorsque Diomaye Faye, dans sa profession de foi précise, qui s'inscrit dans un panafricanisme de gauche, eh bien, il fait ressortir à la lumière le fait qu'il existe un panafricanisme dont on parle depuis très longtemps, qui est en réalité, ça crée des débats, ça. Qui est en réalité un panafricanisme de droite, donc nationaliste, libéral, pro-capitaliste, parfois, je dirais, faussement souverainiste et libre-échangiste. Or, ce n'est pas du tout
la ligne idéologique de PASTEF. Ensuite, PASTEF a également des démembrements ou des liens de solidarité avec d'autres forces, à la fois à l'échelle du continent africain et dans la diaspora, qui donnent nécessairement une dimension panafricaine. Donc le Sénégal est un pays dans lequel il y a eu des lignes de droite, des lignes centristes, des lignes de gauche. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que Cheikh Anta Diop s'était battu à l'époque pour l'instauration de différents courants, et que Senghor avait ouvert le multipartisme sur la base de ces différents courants, socialistes, libéral, démocratique, et puis Cheikh Anta Diop voulait ce courant panafricain. Et donc là, on a le sentiment, avec aussi des figures comme Diallo Diop qui sont présentes, il a été combattu, mais on a le sentiment effectivement que ces dynamiques-là sont en train d'arriver. Et ce qui se passe avec cette élection, c'est que le panafricanisme est en train de devenir le centre du jeu politique et que c'est en fonction de ce panafricanisme-là que les gens vont se positionner à gauche et à droite. Autrement dit, les adversaires de Diomaye Faye, même s'il est aujourd'hui président de tous les Sénégalais, lorsqu'ils se revendiqueront du panafricanisme, devront se dire s'ils sont effectivement de gauche ou s'ils sont de droite. Et s'ils sont adversaires, ils seront forcément de droite et donc inscrits dans ce courant néolibéral qui est combattu par le panafricanisme originel qui est fondamentalement anticapitaliste. Donc du coup, il y a le point de départ, je dirais, d'un décantement, d'une décantation de pas mal de choses et de discours autour du panafricanisme qui est ouvert par le fait que ce concept-là est arrivé aujourd'hui au pouvoir et qui va être confronté également à la réalité du pouvoir. Absolument. Niagali ? Non, je ne suis pas une spécialiste du panafricanisme, mais je trouve très intéressant aussi de poser la question de savoir si justement ce mouvement qui, de par son nom, renvoie au continent africain en tant que tel, peut aussi mais qui est né dans la diaspora. Exactement. De par, c'est ce que j'allais dire, son lien aussi avec la diaspora, mais inspirer, ce qui n'est pas si fréquent pour l'Afrique, un mouvement plus général au niveau international. On a une époque vu l'Amérique latine se doter de gouvernements de gauche, issus des urnes, en pensant qu'il pourrait y avoir un effet d'entraînement. Là, on voit aujourd'hui que partout, des lignes de fracture se dessinent dans tous les espaces mondiaux. Et à mon avis, le programme justement qui est porté de rupture peut parler aussi sans doute au-delà du continent. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des versions plus extrémistes aussi du panafricanisme qui ont aussi leur audience et qui ont aussi leur portée. D'extrême droite, on va dire. D'extrême droite ou d'extrême gauche qui vont encore au-delà de ces propositions-là, qui peuvent se positionner aussi en revendiquant parfois un certain suprématisme noir, en revendiquant une histoire qui parfois peut être aussi mythifiée et qui, elle aussi, ces courants aussi renvoient à ce qu'on voit ailleurs sur la scène internationale un peu partout. Donc je pense qu'il est aussi très très important de regarder l'impact que peut avoir cette victoire, ce courant, bien entendu, au-delà de l'Afrique de l'Ouest et aussi au niveau international. Et de ce point de vue-là, la façon dont le président Diomaye Faye se positionnera dans les différentes enceintes internationales qui ont plutôt tendance à valider les présupposés de ce panafricanisme libéral de droite va être intéressant à regarder. Et je pense par exemple à des alliances avec des pays comme le Brésil, de Lula, ou ce type de relations transversales. Alors, les promesses de rupture sont nombreuses. Bases militaires étrangères, franc CFA, accord dit léonin avec les compagnies pétrolières et gazières. Est-ce que Diomaye Faye a les moyens d'aller jusqu'au bout? À ton avis, bienvenue. Je pense que c'est le défi auquel il sera soumis. Beaucoup. C'est beaucoup. Dès le premier moment de son quinquennat ou septennat, on va devoir voir les réformes qu'il va implémenter à premier pour qu'on puisse lire l'effet d'entraînement sur d'autres secteurs. Mais comme on l'a dit, le Sénégal, c'est un pays fortement porté par une forme de capitalisme. Moi, j'étais à Dakar, j'étais frappé par la manière de voir les sociétés françaises, les grandes enseignes françaises implantées. J'ai envie de dire comment il va procéder tout de suite pour pousser, pour que
ce capitalisme soit compati. Donc moi, je transmets tout mon soutien, je transmets au peuple sénégalais tout mon soutien pour qu'on puisse évidemment renverser ce courant néolibéral qui s'est installé. Et ça demande beaucoup de courage de la part du président. Et il faut que le peuple sénégalais soit en mesure de supporter les sacrifices que cela engage. Alors, en parlant de sacrifice, il y a quelque chose qui peut venir au secours du peuple sénégalais s'il veut changer son destin. C'est les hydrocarbures. Le Sénégal va devenir un producteur important de gaz, de pétrole et de gaz, en plus d'un contexte international caractérisé par la guerre en Ukraine. Est-ce que, quelque part, Fabrice, ça peut aider à desserrer les taux, ou alors le Sénégal, qui demeure un pays très pauvre, aura beaucoup de mal? Alors, comme il a été dit là par tous mes autres co-intervenants, je pense qu'il va falloir justement prendre à bras le corps la question sociale dans ce contexte plutôt capitaliste, plutôt libéral qu'a connu le Sénégal depuis quelques années. Au moins, on peut penser que, vu la bonne santé relative financière et économique du pays, ce sera un peu... Il y aura de nouvelles rentes, en tout cas. Oui, et puis la répartition des richesses va être un petit peu plus favorable possible pour la présidence. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire du fait que le panafricanisme s'exprime dans les urnes. C'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas, surtout en Afrique de l'Ouest. On l'a vu avec l'AES, ce n'est pas particulièrement une critique de ce type de panafricanisme, hein. Mais je trouve que c'est important qu'on ait d'autres modèles. On a eu des modèles de politique où on voit des militaires arriver au pouvoir et prôner un panafricanisme. C'est bien qu'il y ait des politiques comme Sankara, d'ailleurs, sont élus, oui, et qui suivent cette ligne-là. Effectivement, on est dans un pays où le capitalisme est ancré. On a beaucoup parlé de cet accord de pêche avec l'Union européenne qui est très défavorable pour les pêcheurs sénégalais, qui crée beaucoup de précarité, qui prennent la Méditerranée, qui pousse les pêcheurs très fragilisés à émigrer. Il faut qu'il arrive à trouver le bon équilibre entre être sur la bonne lancée, la bonne dynamique, rester sur cette bonne dynamique économique, et quand même arriver à garder ses principes en termes sur les questions sociétales notamment. Je voulais donner la parole à Hamzat, qui me semblait avoir quelque chose à dire. Non, je pense que c'est important de ne pas non plus trop surinterpréter la dimension panafricaine de sa victoire. Il y a aussi quand même tout un contexte national, local. Il y a un certain nombre de propositions et de mesures visant à réduire les 30% de chômage qui frappent les jeunes Sénégalais. Il y a un pays qui a été largement effectivement vendu aux intérêts, aux investissements étrangers. Il y a une situation depuis 3 ans de crise profonde au niveau du Sénégal. Donc il y a quand même cette dimension interne qui est très importante à garder à l'esprit. La question panafricaine, je pense qu'il faut la voir aussi dans une vision peut-être plus transversale et plus large sur ce que le Sénégal peut représenter effectivement en termes d'ouverture, une capacité de montrer qu'on peut mettre des alternatives au pouvoir par la voie des urnes, mais c'est quelque chose qui reste encore à construire. La question du panafricanisme est à construire, et il faudra effectivement voir quelles seront les orientations diplomatiques du nouveau président, puisque la diplomatie, ça fait partie de la chasse gardée du chef de l'État. Et de ce point de vue-là, ce sera très intéressant également de voir comment la question de la CEDEAO, par exemple, va être réglée. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Nous voulons une CEDEAO des peuples, non pas une CEDEAO des États ou des chefs d'État. Et si nous allons dans ce sens-là, je pense que ce sera un signe réel d'une volonté d'évolution vers un panafricanisme de gauche. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le regard que l'on porte sur Diomaye Faye et Sonko à Paris. Emmanuel Macron, Niagalé, courtise Bassirou Diomaye Faye, selon notre confrère Pascal Hérault du quotidien L'Opinion. Mais à Paris, on connaît très peu, ce qu'on peut considérer comme la nouvelle classe politique africaine, et un éditorialiste comme Vincent Hervouet d'Europe 1 peut faire le buzz en se montrant méprisant. Le parti, c'est le PASTEF, écoutez bien, le Parti des patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales.
qui est contre. Il se dit souverainiste et panafricain, comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les Blancs, c'est la version africaine du populisme. Alors, est-ce que la France, Niagalé, a les armes pour comprendre, pour accepter, pour s'adapter à ce nouveau tournant ? Alors, je ne pense pas qu'elle les avait, puisque c'est une victoire qui n'a pas véritablement été anticipée en tant que telle. Et d'une manière générale, ça renvoie plus largement, pour moi, à la question des instruments méthodologiques qui sont utilisés, non pas seulement par l'appareil diplomatique français, mais plus largement, je dirais, par les appareils de politique étrangère et de sécurité du monde transatlantique, parce que je pense qu'il est trop simplificateur de parler d'Occident, qui, à mon avis, ne s'attache pas suffisamment à utiliser les outils de disciplines telles que l'histoire, telles que l'anthropologie, telles que la sociologie, parce que on voit très bien que on ne peut pas uniquement analyser les évolutions actuelles, ni en termes de relations internationales entre puissances, d'une part, ni en termes d'acteurs intra-étatiques classiques à travers des partis politiques, par exemple. Moi, ce qui me frappe, et c'est une dimension dont on parle peu, c'est qu'il y a en effet, bien entendu, cette dimension très sociale dans ce panafricanisme que l'on peut qualifier de gauche, mais il y a aussi quand même une dimension très conservatrice d'un point de vue sociétal qui est, à mon avis, difficile de classer à gauche par ailleurs. Donc on est face, là aussi, à un objet politique totalement différent qu'il faut analyser dans toutes ses composantes. Et on parlera certainement, mais à mon avis, le lien se fait naturellement, puisque vous évoquiez la CEDEAO. La CEDEAO, ce sont aussi des États qui ont adhéré à un certain nombre de valeurs d'un point de vue sociétal à travers leurs partenaires classiques. Et l'on voit bien aujourd'hui les recompositions qui s'opèrent avec des États dont on cite au premier rang desquels la Russie, mais on en voit d'autres. Et l'attractivité pour ces États vient aussi pour moi du conservatisme moral et sociétal dont ils se réclament, qui fait écho dans les sociétés africaines, y compris parmi la jeunesse, mais aussi beaucoup plus largement. Donc ces dimensions-là sont fondamentales aussi pour moi à analyser dans le phénomène. Oui, je donne la parole à Fabrice, mais il faut noter que, en fait, Bassirou Diomaye Faye sera le premier président sénégalais n'ayant pas d'histoire vraiment avec la France, ayant étudié au Sénégal, un produit pur de l'école sénégalaise. Il faut aussi dire que c'est le premier président polygame, dans un pays où la polygamie est quasiment généralisée, mais où l'élite politique est apparemment monogame, dans une sorte de trajectoire de l'évoluer qui s'adapte, puisque justement c'était la capitale de l'AOF, les évolués s'adaptaient, et du moins en apparence, à la culture française. Il faut aussi remarquer que ce panafricanisme de gauche-là, contrairement à ce qu'on peut voir avec l'ANC en Afrique du Sud, est très peu ouvert sur les questions sociétales et hostile, par exemple, à ce qu'ils appellent le mouvement LGBT, c'est-à-dire en fait à l'affirmation de la différence en termes d'orientation sexuelle. Ce n'est pas spécifiquement le panafricanisme. Je pense que c'est important de clarifier. C'est pour ça que je dis, quand même de tous les bords en Afrique subsaharienne, notamment pour faire des lois assez restrictives et d'ailleurs liberticides à ce sujet-là. Fabrice. Juste sur les relations avec la France, je dirais qu'on surestime peut-être un peu les velléités d'anti-occidentalisme de Bassirou Diomaye Faye vis-à-vis de la France. Si on écoute l'interview qu'a donné Ousmane Sonko un peu avant l'élection, il me semble, à France 24 et RFI, il dit bien qu'il n'a aucune animosité particulière vis-à-vis de la France, qu'il veut juste bâtir des relations d'égal à égal. Mais je prends son discours factuellement au pied de la lettre. Il veut bâtir des relations d'égal à égal avec la France, comme avec d'autres partenaires. Et c'est
ça pourrait être étonnant pour certains, mais il dit la Russie, c'est un partenaire comme les autres. Il faut quand même faire attention à ne pas remplacer, je le cite, un partenaire trop prédominant avec un autre qui prendrait trop de place. Donc, je ne le décrirais pas comme quelqu'un qui va aller, Bassirou Diomaye Faye, hein, comme quelqu'un qui va aller tête baissée se jeter dans les bras de la Russie ou de la Chine. C'est une politique nouvelle qui veut mettre en avant l'intérêt du Sénégal en premier, et c'est quelque chose qui peut s'entendre. On va finir sur le Sénégal avec Hamzat et avec Bienvenue. Un mot de la fin sur ce sujet-là. Par exemple, Fabrice disait que c'est pas non plus un anti-français avec les couteaux entre les dents. En fait, ce sont les caricatures qui ont toujours défini les panafricains comme ça, mais il est presque évident qu'il va pas aller se jeter dans les bras d'Alassane Ouattara, qui, avec Macky Sall, représentait un peu l'axe de la continuité france-africaine. Non, mais l'intérêt effectivement de Diomaye Faye, ce sera de voir quelles seront les alliances qu'il va privilégier au niveau du continent africain. Où est-ce qu'il fera ses premiers déplacements à l'international? Je pense que c'est des éléments qu'il faudra regarder. Puis aussi voir surtout la structuration de ce panafricanisme-là, qui est sous certains aspects beaucoup plus, je dirais, progressiste et révolutionnaire qu'on ne le décrit ou qu'on ne le dépeint, notamment dans les médias français qui sont très caricaturaux et très peu au fait, je pense, de la réalité sociale. Parler de quoi? D'un peu tous les aspects, justement ce côté très résumé, le panafricanisme a quelque chose d'anti-français, cette volonté de la France d'être constamment, je dirais, au centre du viseur, au centre de la critique, quand bien même les dirigeants africains comme Ousmane Sonko disent nous, on est là pour défendre nos intérêts, point barre. Et je pense pour parler des questions sociétales, les marqueurs en fait de la gauche aujourd'hui en Occident sont des questions. Le panafricanisme de gauche, la question de gauche ou de droite ne se lit pas de la même manière selon les histoires. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Lorsque l'on parle de la gauche sud-africaine, elle n'est pas sur les mêmes lignes que la gauche occidentale, parce qu'il y a des éléments historiques à l'Afrique du Sud qui n'ont rien à voir avec, par exemple, l'Angleterre ou les États-Unis. On n'est pas du tout sur les mêmes histoires, sur les mêmes sociétés. Donc les notions de gauche et de droite se définissent par rapport à des centres qui sont différents et qui renvoient à l'histoire de ces sociétés-là. Donc si on n'est pas capable de comprendre l'histoire de ces sociétés-là, on ne comprend pas ce qu'on entend par gauche ou droite. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Bienvenue. Moi, c'est savoir quelles sont les figures qui vont composer ce premier gouvernement. Ça va nous dire l'eau sur les rapports qu'il va entretenir avec à la fois l'Occident et les autres pays d'Afrique. L'autre question, c'est comment il va se comporter vis-à-vis de la jeunesse qu'il a portée au pouvoir. Est-ce qu'il y aura une place assez importante dans ses politiques publiques? Est-ce qu'il va continuer à rester proche et à proximité avec le peuple? Parce qu'il me semble que quand on prend le pouvoir a tendance à isoler les élites vis-à-vis du peuple. Donc il a intérêt à pouvoir garder cette relation incessante entre ses politiques publiques et les aspirations du peuple, et voir comment est-ce que le peuple participe à construire ou à questionner de temps en temps sa politique panafricaniste de gauche pour pouvoir construire des dynamiques qui permettent de sortir le peuple sénégalais de la pauvreté et surtout la jeunesse du chômage.